Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder un nouveau sujet qui est la partie photo et vidéo, puisque ma chaîne c'est photo, vidéo et drone. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai fait que du drone, et donc il est vraiment temps maintenant de passer un petit peu à la vitesse supérieure et de te proposer des vidéos sur justement le sujet de la photo et de la vidéo. Dans cette première vidéo, je vais t'expliquer comment définir en fait le type de boîtier que tu as besoin en fonction de ce que tu veux faire avec. Donc, que ce soit de la photo, de la vidéo ou du vlog, et je vais commencer à te parler un petit peu de certaines notions avec les capteurs, les ISO et tout ce qui est lié à du crop factor par exemple. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais t'expliquer des notions qui sont relativement importantes. Il y en a 4. C'est le type de boîtier, le type de capteur, enfin les capteurs qui seront mentionnés dans cette vidéo, la montée en ISO, qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que le crop factor. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument que tu retiennes, puisque je vais en parler régulièrement sur cette chaîne, et tu vas en entendre parler aussi d'autres photographes ou d'autres vidéastes. Voilà. Le premier, donc, c'était le type de boîtier. Les types de boîtiers, aujourd'hui, tu as des boîtiers hybrides qui sont petit à petit en train de remplacer les anciens boîtiers réflexes. Il y a encore quelques marques qui en vendent, mais ça disparaît petit à petit. Donc la différence entre un boîtier hybride et un boîtier réflexe, le boîtier réflexe, à l'époque, il avait, en fait, on mettait l'objectif dessus, et la lumière rentrait dans l'objectif, tapait un premier miroir, tapait un prisme pour venir après dans ton œilleton. C'est comme ça que quand tu regardais, quand tu mettais ton boîtier au niveau de ton œil, tu voyais réellement, en fait, ce que l'objectif voyait. Maintenant, sur les hybrides, c'est ce qu'on appelle un mirrorless. Donc le mirrorless, il n'y a plus de miroir. En gros, tu mets ton objectif et là, tu as la lumière qui vient taper directement ton capteur. Et en fait, toi, ce que tu vois au niveau de ton œilleton, c'est juste une reproduction numérique de ta photo, enfin de ton image. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la notion de capteur. Aujourd'hui, tu as 3 types de capteurs. Tu vas avoir le capteur micro 4 tiers, donc qui est un tout petit capteur. Tu vas avoir le capteur APS-C, qui est un capteur qui est à peine plus gros. Et tu as le capteur qui est historique, c'est le plein format, donc le full frame, qui est un capteur qui fait 24 par 36 mm. Ça, pourquoi je dis que c'est historique? Puisque dans les boîtiers argentiques, donc les appareils photo à pellicule, c'est ce que tu avais avant. Donc c'est ce qu'on appelle du full frame. Troisième point important qu'il faut bien retenir, et bien comprendre surtout, ça va être ce qu'on appelle la montée en ISO. Typiquement, tu as ce qu'on appelle le triangle d'exposition. C'est lumière, vitesse et ISO. Pour avoir quoi? Une image qui soit bien exposée, que ce soit une vidéo, que ce soit une photo, il faut que ton image soit exposée correctement. Bien sûr, quand tu es dans un environnement qui est très sombre, si tu n'as pas le droit au flash, tu vas vite confronté au problème, c'est que tu peux pas prendre ta photo. C'est là que les ISO vont rentrer en jeu, en fait. Tes ISO, il faut les maintenir en temps normal les plus bas possible, donc c'est-à-dire 100 ISO. Et là, si tu veux pouvoir en fait avoir une image qui ressort, donner de la lumière en fait à ton image, il va falloir que tu montes les ISO dans ton boîtier pour venir ajouter de la lumière artificielle, c'est de la lumière électronique au niveau de ton capteur, et là tu vas commencer à voir ton image apparaître. Donc là, comme tu vois sur la vidéo, je suis à 100 ISO et je monte petit à petit, tu vois là, hop, voilà, ça y est, là je suis monté à 1600 ISO et tu vois tout de suite que j'ai plus de lumière dans mon capteur. Et si je continue à monter, là mon image devient blanche parce que j'ai mis trop d'ISO dedans. Donc ça, c'est super important, surtout si tu veux faire par exemple de la photo de spectacle. Photo de spectacle, ou dans des environnements qui sont relativement sombres, il faudra que tu aies une bonne montée en ISO justement pour compenser ce manque de lumière. Par contre, il y a une contrepartie. La montée en ISO, plus tu vas monter dans les ISO, plus tu vas générer ce qu'on appelle un bruit dans ton image. C'est comme des grains qu'il va y avoir partout dans ton image, et ça va la rendre dégueulasse et inexploitable. Alors aujourd'hui, avec l'IA, on arrive à faire des choses super intéressantes pour retirer ce bruit-là. Par contre, sur une vidéo, ça va fortement la dégrader, puisqu'il existe des outils comme dans DaVinci Resolve pour réduire le bruit. Mais là, c'est pareil, c'est très énergivore quand tu fais du post-traitement, et c'est surtout que ton image va être dégradée, quoi.
Donc ça, c'était le troisième point. Et le quatrième point qu'il va falloir prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le crop factor. Et ça, le crop factor, ça va être lié à deux choses. La première, ça va être si tu passes ça va être en mode vidéo. Quand tu vas passer en 4K, tu peux avoir un zoom qui se fait dans ton image pour venir se caler à la bonne taille. Donc ça fait du crop. Et tu vas avoir le deuxième cas, c'est si tu as un petit capteur, style micro 4 tiers ou APS-C, tu vas avoir en fait un facteur de multiplication par rapport à la focale de ton objectif. Je te donne un exemple. Là, sur mon Canon R7, j'ai un 24-105 mm. Donc là, 24-105, c'est donné en fait normalement pour un capteur plein format. Donc c'est-à-dire que si je mets cet objectif sur un plein format, je serai à 24 et à 105 si je zoome à fond. Là où c'est que ça devient différent, c'est que ce même objectif, si je le mets sur mon Canon R7, je vais avoir en fait un facteur de multiplication qui est de 1.6. Donc en gros, si je prends, pour faciliter la conversion, si je prends mon objectif qui est en 100-400, donc mon téléobjectif, si je multiplie par 1.6, ça veut dire que c'est un 160 par 640. Donc du coup, on multiplie, on a plus, si tu préfères, si tu compares deux photos, une faite avec un plein format et une faite avec, avec un facteur de multiplication, le grossissement sera beaucoup plus gros sur mon R7 que sur le plein format. Et par contre, si tu mets ça sur un micro 4 tiers, le crop factor passe à 2. Alors, juste petite précision au niveau du crop factor, il n'y a que Canon qui fait du crop factor de 1.6 sur les APS-C. En général, les autres, c'est du 1.3 ou du 1.4. Voilà. Donc ça, c'est bien à prendre en compte, et ça, c'est assez important, surtout si tu veux faire de l'animalier avec un capteur APS-C. L'avantage, c'est que Canon, lui, il a un 6, contrairement aux autres comme Nikon ou Sony. Voilà. Donc voilà, c'est les points les plus importants qu'il faut que tu retiennes tout au long de cette vidéo et des prochaines vidéos, ou même de toute façon du moment où c'est que tu vas commencer à utiliser un boîtier photo, parce que c'est des choses que tu vas manipuler régulièrement. Donc voilà, maintenant, comment définir le type de capteur en fonction de ton besoin? Eh bien ça va être très simple. Si tu veux, tout va dépendre déjà premièrement de ton budget. Clairement, un plein format, ça vaut pas 300 ou 400 euros. C'est tout de suite des boîtiers à 1000, 2000, 3000 euros, voire même plus en fonction des caractéristiques. Mais ce qu'il faut que tu te dises, si, par exemple, je fais un exemple tout con, tu veux faire de la photo de spectacle, ou tourner par exemple des clips, ça peut arriver, tu dis bah tiens, je vais tourner des clips musicaux, je vais être dans des environnements assez sombres en permanence, tu vas pas aller chercher un micro 4 tiers. Le micro 4 tiers, il va te servir à rien parce qu'il va être en grande difficulté dans les basses lumières. Donc là, il va falloir que tu t'orientes sur un full frame, donc un capteur plein format, pour pouvoir prendre le maximum de lumière en fait qu'il y a autour de toi et avoir une très bonne montée en ISO aussi sans dégrader ton image. Donc là, tu peux déjà d'office te dire que tu vas être obligé d'investir tout de suite dans un très bon boîtier parce que de toute façon, tu n'auras pas le choix. Voilà. Après, si tu veux par exemple faire de l'animalier, uniquement de la photo ou vidéo animalière, tu peux très bien partir sur des capteurs micro 4 tiers ou APS-C, parce que le crop factor va être vraiment intéressant pour prendre ce type de photo-là. Et l'avantage, c'est que c'est pas des boîtiers qui sont hors de prix dès le départ. Les entrées de gamme, tu en as à partir de 400-500 euros. Voilà, tu peux partir là-dessus, c'est pas ce que je te conseille, parce que prendre des kits tout faits, c'est pas ce qui se fait de mieux, parce que l'optique est vraiment médiocre, et puis de toute façon, ce que tu vas pas mettre dans le prix du boîtier sera dans l'optique, donc c'est pas forcément ouf, quoi. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est donc partir soit sur, par exemple, un Panasonic G9. Moi, j'en ai eu un pendant des années de G9. Si tu tu regardes sur ma chaîne, là, j'ai fait ma vidéo sur la Polynésie. Enfin, quand j'étais en Polynésie, j'ai tout tourné avec mon G9. Et franchement, c'était super bien, j'ai pas eu de problème avec. Grande difficulté du micro 4 tiers et de la PSC. Ça va être quand tu vas être dans les très basses lumières. Le micro 4 tiers, il va être complètement à la ramasse, tu vas rien pouvoir en faire, ça va vite bruter en plus, alors que l'APS-C s'en sort un petit peu mieux, bien que j'ai quand même été confronté à des problèmes avec mon R7 quand j'étais en Laponie, là, dernièrement. J'ai eu beaucoup de déchets au niveau de mes photos parce qu'elles étaient archi brutées, pourtant, voilà, j'avais essayé de trouver les bons compromis, mais il n'y avait rien à faire. Donc voilà, l'APS-C, c'est bien si tu vas rester dans des environnements, on va dire, qui sont assez lumineux, ou juste avant le coucher du soleil, que ce soit pas trop sombre, et là ça devra aller. Voilà.
Après, tu vas avoir, par exemple, aussi le dernier type que tu peux, définir, enfin, une autre niche encore que tu peux, dans laquelle tu peux définir le type de boîtier que tu as besoin, ça va être si tu veux faire du vlog, par exemple. Là, il va y avoir un autre type, de compromis qu'il va falloir que tu fasses, qui est pas des moindres, parce que quand tu fais du vlog, tu tiens ton boîtier toujours à bout de bras, comme ça, avec un petit tripode, et du coup, bah, si ton boîtier est trop lourd, tu vas vite en avoir marre de le tenir, quoi. Donc là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu t'orientes sur un boîtier qui soit le plus léger possible. Donc dans les boîtiers, c'est des compacts, là qu'il va falloir que tu prennes. Dans les boîtiers compacts, tu vas pouvoir prendre, il y a les Sony, la gamme Sony ZV, tu peux avoir aussi la gamme, les Sony, je crois que tu as les Alpha, la gamme Alpha, ça doit être le A6400 ou quelque chose comme ça. Canon a sorti aussi quelques boîtiers maintenant pour faire du vlog, puisque c'est une grande mode. Et après, bah voilà, tu peux chercher vraiment en fonction de ton besoin le boîtier le plus léger. Tu as Panasonic aussi, la gamme GX qui fait des boîtiers compacts. Voilà. Donc Panasonic, ce sera du micro 4 tiers, donc encore une fois, tu vas faire du vlog. Le vlog, c'est pas ce qui va être le mieux, enfin le micro 4 tiers, c'est peut-être pas forcément ce qui sera le mieux pour faire du vlog, puisque tu peux être amené à dans des environnements qui sont relativement sombres, donc il va pas très bien s'en sortir. Après, tu peux partir sur des boîtiers APS-C, toujours en compact, donc là ils s'en sortiront beaucoup mieux. S'il y a une bonne montée en ISO, tu vas pouvoir bien compenser, mais tu peux aussi compenser avec l'ouverture de ton objectif. Mais ça, j'en reparlerai plus tard dans une autre vidéo, dans le choix de ton objectif. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre pour t'orienter sur le choix de ton boîtier? On a vu le type de capteur, on a vu la montée en ISO. Un point qui peut être intéressant aussi, c'est si tu veux un capteur stabilisé. Par exemple, un capteur stabilisé, tu as certains boîtiers enfin d'entrée de gamme, théoriquement, j'en ai jamais vu, mais sur des boîtiers d'entrée de gamme, tu n'as pas de stabilisation au niveau de ton capteur, tu vas retrouver de la stabilisation optique, mais ça a vite ses limites. Par contre, quand tu commences à coupler stabilisation optique et celle de l'objectif, là tu commences vraiment à avoir une stabilisation qui est vraiment sympa, surtout quand tu veux faire du tracking comme ça à la main, en vidéo c'est vraiment le top, quoi. Même si tu es en basse vitesse avec ton boîtier pour prendre une photo, tu peux réussir à la faire parce que tu auras une très bonne stabilisation. Donc ça c'est un point aussi qui est important. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je pense qu'elle est déjà assez longue. Je voulais pas non plus rentrer dans des détails trop techniques pour éviter de trop te donner d'informations qui pourraient te perturber sur le choix de ton boîtier. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à me laisser un petit commentaire, je ferai un plaisir d'y répondre, mais surtout n'oublie pas de t'abonner, c'est vraiment important, si tu veux pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux me suivre aussi sur mon Instagram, je te mets le lien comme d'habitude dans la description, et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.